Avant qu'Héloïse Dubois ne devienne celle qui fit trembler les fondations de l'Académie Sainte-Claire, elle n'était qu'une silhouette discrète, une ombre cherchant à se fondre dans les couloirs d'un monde qui ne lui ressemblait pas. Une boursière, une veste d'uniforme rapiécée, un couloir trop long et trop silencieux. Elle n'était pas venue à Sainte-Claire pour se battre, encore moins pour défier les règles d'un établissement où l'élégance et la richesse semblaient inscrites dans le marbre. Mais lorsque le silence devint une question de survie, et la survie un abandon de soi, Héloïse fit un choix que personne n'avait anticipé. Ce n'était pas l'histoire d'une héroïne brandissant d'une cape ou un discours enflammé. C'était celle d'une fille qui refusa de se laisser effacer, d'une voix si douce qu'elle en devint assourdissante. Restez avec nous, car parfois, dans les salles feutrées où les murmures règnent, la voix la plus discrète est celle qui réécrit les règles. À l'Académie Sainte-Claire, nichée dans les hauteurs bourgeoises de Neuilly-sur-Seine, le silence avait une texture particulière. Ce n'était pas l'absence de bruit, mais une présence, un poids. Un silence poli, lustré, presque sacré, où les murs semblaient observer, juger, classer ceux qui appartenaient à ce monde et ceux qui n'y avaient qu'un strapontin. Héloïse Dubois le ressentit dès qu'elle franchit les lourdes grilles en fer forgé de l'école, ornées de volutes élégantes comme un rappel de l'histoire prestigieuse de l'institution. Elle portait son uniforme, un blazer bleu marine, hérité d'une cousine éloignée, dont les manches avaient été raccourcies par sa mère, Claire, avec des points si méticuleux qu'ils semblaient crier leur effort. Le tissu, légèrement usé, dégageait encore une vague odeur de lavande, celle des armoires d'une autre maison, d'une autre vie. Ses chaussures noires, achetées en solde dans un centre commercial de la banlieue nord de Paris, grinçaient sur le sol de marbre poli du grand hall, comme une alarme maladroite signalant son intrusion. Héloïse serrait son sac à dos contre sa poitrine, comme s'il pouvait l'ancrer dans cet univers où tout, des lustres en cristal aux portraits des anciens directeurs, semblait murmurer « Tu n'es pas d'ici ». Les autres élèves ne cachaient pas leur regard. Ils n'en avaient pas besoin. Leurs yeux glissaient, sur elle comme sur une anomalie, une donnée étrangère dans un système qui fonctionnait sans accroc depuis des générations. Ils se déplaçaient en groupe compact, leurs cravates desserrées avec une nonchalance étudiée, leur rire résonnant avec l'assurance de ceux à qui le monde n'a jamais dit non. Leurs noms, Delaunay, Beaumont, Lefebvre, étaient gravés sur les plaques de laiton des vitrines à trophées, des noms qui sonnaient comme des titres de noblesse dans ce microcosme où l'argent et le lignage dictaient les hiérarchies. Héloïse, avec son nom ordinaire, ses cheveux châtains attachés en une queue de cheval stricte et sa peau légèrement hâlée, héritage d'un grand-père algérien, savait qu'elle n'était pas des leurs. Elle venait d'un quartier populaire du nord de Paris, où les immeubles gris s'entassaient sous des ciels souvent lourds, où les sirènes des ambulances déchiraient la nuit et où sa mère, infirmière à l'hôpital Lariboisière, enchaînait les gardes de nuit pour payer un loyer toujours plus écrasant. Dans son sac, il n'y avait que l'essentiel, 3 classeurs, un cahier à spirale et une calculatrice aux touches usées. Rien en elle ne criait « Sainte-Claire », et elle en était douloureusement consciente. Sa mère, Claire Dubois, avait pleuré en lisant la lettre d'admission de l'Académie, un papier épais orné d'un sceau doré, ascendant dans le texte, il semblait presque irréel, comme un billet pour un monde qu'elle n'avait jamais osé rêver. « Tu l'as mérité », avait murmuré Claire, agenouillée près du lit d'Héloïse, les yeux brillants de fatigue et de fierté. « Montre-leur ce que tu vaux. Ne leur dois rien d'autre que ta lumière. » Mais Héloïse savait que cette bourse n'était pas un refuge. C'était un défi, un terrain miné où chaque pas pouvait la faire trébucher. Son père, Marc Dubois, avait cru en la justice des systèmes. Militant associatif dans leur quartier, il avait dénoncé des fraudes immobilières liées à un député influent, un homme dont les relations s'étendaient jusqu'au couloir du pouvoir. Le procès qui avait suivi l'avait brisé. Les contre-attaques judiciaires, les calomnies dans les journaux, le stress l'avait emporté. Un AVC à 42 ans, avaient dit les médecins, mais pour Héloïse et sa mère, c'était le poids du désespoir, une exécution lente par un monde qui punissait ceux qui osèrent défier l'ordre établi. Désormais, il ne restait qu'elles deux, Claire et Héloïse, portant le silence de son absence dans chaque conversation, chaque facture, chaque nuit où Claire rentrait trop épuisée pour parler. Le premier jour, Héloïse traversa le grand hall, une carte du campus serrée dans ses mains tremblantes. Elle essayait de mémoriser les chemins. Les pour les lettres, les laboratoires scientifiques, dans l'annexe nord.
Sa première classe, littérature française, était au 2e étage du pavillon Racine, un bâtiment aux vitraux colorés et au plafond voûté, comme une cathédrale laïque. Une fille aux cheveux blonds, portant des boucles d'oreilles en perles et un parfum floral coûteux, la frôla sans un mot, son sillage embaumant l'air d'une élégance inatteignable. Héloïse s'écarta instinctivement, son épaule heurtant une vitrine de trophées. Les noms gravés, Delaunay, Beaumont, Lefebvre, scintillaient sous la lumière, un rappel cruel qu'aucun Dubois n'avait jamais marqué ses murs. Elle essaya de ne pas tressaillir. Jolie chaussure, murmura une voix derrière elle, moqueuse. Héloïse ne se retourna pas, continuant à marcher, le menton baissé, comme si fixer le sol pouvait la rendre invisible. À son casier, elle éluta avec la combinaison, ses doigts glissant sur le cadran métallique avant qu'il ne cède enfin. Lorsqu'elle ouvrit la porte, un bouquet de roses blanches l'attendait, accompagné d'une carte soigneusement scotchée. Bienvenue à Sainte-Claire. On avait besoin de diversité, on dirait. L'écriture était impeccable, presque calligraphiée, comme tout dans cet endroit. Héloïse se figea, le souffle coupé. Lentement, elle leva les yeux. À l'autre bout du couloir, 3 garçons l'observaient, adossés aux casiers avec une assurance désinvolte. Victor Delaunay, grand, cheveux blonds, vêtu d'une veste de rugby impeccablement repassée, lui adressa un sourire narquois. À sa gauche, Pierre Beaumont, large d'épaules, mâchait un chewing-gum avec une nonchalance étudiée, capitaine de l'équipe de lutte, son rire grave résonnant comme une menace. À sa droite, Julien Lefebvre, mince, lunettes à monture fine, restait silencieux, son regard froid et calculateur derrière ses verres. Les conversations autour d'eux continuaient, mais quelque chose avait changé. Des têtes se tournèrent, des yeux s'attardèrent. Héloïse Dubois n'était plus invisible. Elle était la boursière, celle avec une veste rapiécée, une peau trop mate pour le confort de certains, une histoire qui ne cadrait pas avec l'élégance de Sainte-Claire. Et l'école entière le savait. Le lendemain, les murmures s'amplifièrent, comme une rumeur portée par le vent. Héloïse marchait tête baissée, son sac serré contre elle, espérant redevenir une ombre. Les roses fanées reposaient dans la poubelle de sa chambre, mais les mots de la carte, on avait besoin de diversité, on dirait, la poursuivaient comme une brûlure. Dans le couloir ouest, où la lumière des vitraux baignait les lieux d'une lueur dorée, elle aperçut Victor et ses acolytes près de l'escalier à est. Victor jouait avec un trousseau de clés, celle d'une voiture de luxe sans doute, les faisant tournoyer comme un chef d'orchestre. Sa veste d'uniforme elle était impeccablement repassée, mais déboutonnée juste assez pour suggérer une rébellion calculée. « Tiens, la boursière de banlieue », lança-t-il, sa voix traînante coupant l'air comme une lame. Héloïse continua de marcher, les yeux fixés sur le sol, mais Victor se planta devant elle, bloquant son chemin avec une aisance arrogante. « On parlait justement de ton style. Vintage. C'est quoi, du Emmaüs Couture ?» Pierre éclata d'un rire bas, satisfait. Julien, fidèle à son habitude, resta muet, mais son regard était un scalpel, précis et glacial. « Je vais en cours, » répondit Héloïse, sa voix basse mais ferme, un filet de courage qu'elle puisait dans les leçons de judo apprises dans un gymnase communautaire de son quartier. Victor pencha la tête, feignant une confusion exagérée. « Et nous priver de tes conseils mode ? Allons, qui a cousu cette veste ? Salvation Armani ? » Pierre ricana de nouveau, et un gloussement étouffé s'éleva derrière eux. Héloïse tenta de contourner Victor, mais il imita son mouvement, ses chaussures murmurant contre le marbre. Sa voix baissa, plus intime, plus tranchante. « Mon père, qui siège au conseil d'administration, se demandait comment une fille comme toi a atterri ici. Les critères doivent être vraiment baissés. » Les mots piquèrent comme du sel sur une plaie ouverte, réveillant le souvenir de son père, Marc, dont le nom était un hôtel silencieux entre elle et sa mère. Il parlait peu de lui, mais son absence pesait sur chaque dîner, chaque facture, chaque silence. Et maintenant, son histoire était tordue en armes dans la bouche d'un inconnu. Une voix trancha soudain la tension comme un rasoir. « Ça suffit, Victor. » Camille Moreau s'avança, ses cheveux bouclés relevés en un chignon soigné, son insigne du club de débat scintillant sur sa veste. «
Sa peau caramel et son assurance naturelle semblaient défier les conventions de Sainte-Claire. Laisse-la tranquille. Tu as eu ton moment de gloire. Victor tourna lentement la tête, son sourire intact. Camille, toujours à jouer les justicières. Adorable. Mais son ton cachait une tension, une fissure dans son assurance. Il recula, levant les mains en un geste théâtral. Je ne ferai jamais de mal à notre petite sensation boursière. Pierre le suivit comme un fidèle acolyte, riant sous cape. Julien, après un regard furtif à Héloïse, s'éloigna sans un mot, son silence plus lourd que les moqueries. Dans l'ombre, un autre élève observait. Antoine Rousseau, discret, lunettes épaisses, un carnet toujours à la main, notait tout. Ses yeux capturèrent chaque détail, chaque mot, chaque regard. Madame Laurent, professeure de littérature, avait vu l'échange depuis la porte de sa classe. Elle fronça les sourcils, mais ne dit rien, son hésitation reflétant la prudence d'une institution qui préférait l'ordre au changement. Héloïse, elle, ajusta les sangles de son sac, chaque mouvement contrôlé, comme appris dans les entraînements de judo. Elle marcha vers sa salle, le cœur battant, mais une étincelle s'était allumée en elle, une braise qu'elle ne pouvait ignorer. La bibliothèque de Sainte-Claire était un sanctuaire de silence, ses hauts vitraux inondant les lieux d'une lumière douce, ses tables en bois poli luisant comme un autel. Héloïse s'y était installée, espérant trouver refuge dans ses livres, un recueil de poèmes de Baudelaire ouvert devant elle. Mais ce jour-là, le calme fut brisé par des rires familiers, confiants, arrogants. Victor entra, suivi de Pierre et Julien, leur voix délibérément forte dans cet espace sacré. Héloïse sentit leurs regards avant même de lever les yeux. Victor s'approcha, feignant de chercher un livre sur l'étagère au-dessus d'elle. Son coude heurta son épaule, et le bruit déchira l'air. Déchirure. Sa veste, déjà fragile, se fendit à l'épaule, le tissu pendant comme une aile brisée. Oups, dit Victor, la main sur la bouche, son ton théâtral dégoulinant de fausses surprises. Des rires fusèrent, certains élèves sortaient de leur téléphone, leurs doigts déjà prêts à capturer l'humiliation. Héloïse resta figée, le souffle court. Cette veste, c'était plus qu'un vêtement. C'étaient les nuits blanches de sa mère, les poings cousus avec soin, un bouclier contre un monde qui ne voulait pas d'elle. C'était Claire, penchée sous une lampe à minuit, lissant les revers avec une révérence muette, comme si ce tissu pouvait porter Héloïse à travers un champ de mine. Quelque chose en elle céda, non pas dans la peur, mais dans une clarté soudaine, une force puisée dans les heures passées au dojo, dans les chutes répétées, dans les leçons de son vieux coach. Utilise leur élan contre eux. Héloïse recula d'un pas, attrapa le poignet de Victor avant que son sourire narquois ne puisse s'élargir, pivota sur ses talons et, d'un mouvement fluide, exécuta un séoinage. Victor s'écrasa sur le sol de bois poli, le choc résonnant comme un coup de tonnerre dans la bibliothèque. Le silence qui suivit était électrique, suspendu, comme si même la poussière dans les rayons de lumière s'était arrêtée. Camille, présente dans un coin, filmait, bouche bée, son téléphone tremblant légèrement. « T'es ok ?» demanda-t-elle, la voix vibrante d'admiration. Héloïse hocha la tête, son cœur battant à tout rompre, son souffle court mais vivant. Les murmures reprirent, différents cette fois, chargés d'une énergie nouvelle. Elle la retournait. Comme une pro. Monsieur Dubois, le surveillant général, entra en trombe, son visage rouge d'indignation. Au bureau du directeur, tous les deux. Ordonna-t-il, pointant Héloïse et Victor, toujours au sol, le souffle coupé, l'humiliation gravée sur son visage. Héloïse suivit, sa veste déchirée pendant comme un drapeau après une tempête, mais pour la première fois depuis son arrivée à Sainte-Claire, elle ne se sentait plus invisible. Elle se sentait dangereuse, et ce sentiment, bien que terrifiant, était une flamme qu'elle n'éteindrait pas. La vidéo du lancer d'Héloïse Dubois s'était répandue comme une traînée de poudre dans les couloirs numériques de l'Académie Sainte-Claire, transformant un instant de révolte en un symbole incandescent. En quelques heures, l'image de Victor Delaunay, l'héritier intouchable, s'écrasant sur le sol de la bibliothèque avait traversé les groupes WhatsApp, les stories Snapchat et les messages privés.
Héloïse, la boursière discrète, n'était plus une ombre. Elle était devenue une étincelle, une menace, une légende naissante. Mais à Sainte-Claire, la gloire éphémère d'un acte courageux s'accompagnait toujours d'un prix. Les représailles ne tardèrent pas à surgir, plus insidieuses, plus cruelles, comme une tempête qui se forme dans le silence avant d'éclater. Ce n'était plus seulement une question de couloir ou de regard. C'était une guerre menée dans l'ombre des écrans, où les mots coupaient plus profondément que n'importe quelle lame. Pourtant, dans ce chaos, Héloïse allait découvrir que les alliances, même fragiles, pouvaient changer la donne, et qu'un seul instant de vérité pouvait faire trembler un système tout entier. Le lendemain de l'incident, les couloirs de Sainte-Claire vibrèrent d'une énergie nouvelle, électrique, presque palpable. Les murmures suivaient Héloïse comme une ombre, mais cette fois, ils n'étaient pas seulement moqueurs. Certains regards portaient une curiosité teintée d'admiration, d'autres une méfiance froide. Elle marchait tête baissée, son sac serré contre elle, la veste déchirée soigneusement pliée dans son dortoir, remplacée par un pull bleu marine qui semblait crier son statut de pièce d'emprunt. Elle voulait redevenir invisible, mais c'était impossible. Sur le compte Instagram anonyme Confession de Sainte-Claire, suivie par plus de 3000 élèves et anciens, une photo d'elle avait été publiée. On la voyait penchée dans un couloir, ramassant des livres tombés, sa jupe froissée, le bord de son blazer relevé, révélant une couture effilochée. La légende était une lame, chic boursier, la mode banlieue envahit Sainte-Claire. Les commentaires s'enchaînaient, chacun plus cruel que le précédent. Elle est cela pour le quota? J'ai entendu que son père était un escroc. Une boursière qui joue les durs, sérieux? Héloïse, seule dans sa petite chambre du dortoir, mur nu, lit étroit, fenêtre fêlée, sentit chaque mot comme une aiguille transperçant sa poitrine. Elle éteignit son téléphone, mais les phrases restaient, collées à elle comme une seconde peau. Elle tenta de respirer, mais l'air semblait trop lourd, comme si elle se noyait dans une eau peu profonde. Victor Delaunay, humilié par sa chute, n'avait pas l'intention de laisser l'histoire s'arrêter là. Il était le fils d'un sénateur, un nom gravé dans l'histoire de Sainte-Claire, et son orgueil blessé était une bête féroce. Avec Pierre Beaumont et Julien Lefebvre, il orchestra une campagne silencieuse mais dévastatrice. Dans les couloirs, les regards se faisaient plus appuyés, les rires plus tranchants. Une note fut glissée dans le manuel de biologie d'Héloïse, découvert en plein cours de sciences. Urgence. Ta mère est à l'infirmerie. Viens tout de suite. Les mots, écrits à la main, étaient dénués de signature, mais leur ton impersonnel sentait le piège. Pourtant, la peur ne vérifie pas la logique. Héloïse sentit son cœur s'emballer. Sa mère, Claire, lui avait envoyé un message ce matin-là, mentionnant une double garde à l'hôpital. Elle ne pouvait pas être là. Mais les mots « urgence » et « mère » s'enroulèrent autour de sa poitrine comme un fil barbelé. Sans demander la permission, elle quitta la salle de classe, ses pas précipités résonnant dans le couloir vide. L'infirmerie, située dans une aile discrète près du département de latin, sentait l'antiseptique et la lavande, une odeur stérile qui masquait mal l'atmosphère oppressante. Héloïse poussa la porte, appelant doucement « Madame l'infirmière ?» Pas de réponse. Un froissement derrière elle. La porte se referma avec un clic. Victor se tenait là, bloquant l'entrée, un sourire étroit sur les lèvres, plus cruel que celui qu'il affichait en public. Pierre, adossé au mur, les bras croisés comme un videur de boîte de nuit, mâchait son éternel chewing-gum. Julien, dans un coin, tête baissée sur son téléphone, semblait presque absent, mais sa présence silencieuse était une menace en soi. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Héloïse, sa voix basse, prudente. Victor s'avança, son sourire s'élargissant. Une petite intervention amicale, dit-il, son ton mielleux cachant à peine la menace. Pierre ricana. Plutôt une correction. Héloïse redressa le dos, ses instincts de judoka affûtés par des années d'entraînement dans un gymnase communautaire. Détends-toi. Coupa Victor, levant les mains en un geste faussement apaisant. On n'est pas là pour faire une scène. Au contraire. On préfère éviter un autre spectacle.
Il posa une enveloppe sur la table d'examen avec une précision calculée. « Ouvre, dit-il. » Héloïse ne bougea pas. « Ouvre, ou on le fait pour toi, ajouta Pierre, son sourire s'effaçant. À contre-cœur, elle prit l'enveloppe. À l'intérieur, des captures d'écran prêtes à être publiées. Des messages falsifiés suggérant qu'elle avait triché à des examens, d'autres insinuant une relation inappropriée avec un professeur de sport, un montage où elle semblait vendre des réponses d'examen. Signe ce formulaire de transfert. Dit Victor, sa voix douce mais froide comme l'acier. Tu quittes Sainte-Claire aujourd'hui, demain au plus tard. Et tout ça disparaît. Héloïse sentit sa gorge se nouer. Sa mère, Claire, travaillait 12 heures par jour pour payer leur petit appartement. Une rumeur, un scandale, et tout s'effondrerait. Vous ne pouvez pas me forcer, murmura-t-elle, mais sa voix tremblait. Pierre éclata de rire. On ne te force pas. On te motive. Julien, toujours silencieux, ne leva pas les yeux, mais ses doigts serraient son téléphone plus fort. Soudain, un coup sec retentit à la porte. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle s'ouvrit à la volée. Claire Dubois entra, encore en tenue d'infirmière, son visage pâle de colère. À ses côtés, une officière de police, Madame Garnier, en uniforme, la main posée sur son ceinturon. Éloignez ces garçons de ma fille. Tonna Claire, sa voix vibrant d'une fureur contenue. Victor recula, son assurance vacillant. Pierre murmura. C'est ridicule. Mais un autre choc suivit. Antoine Rousseau, jusque-là invisible dans l'ombre, s'avança, son téléphone à la main. J'ai tout enregistré, dit-il calmement. Envoyé à Camille il y a 5 minutes. Juste au cas où. Victor tourna la tête, ses yeux lançant des éclairs. Tu nous as trahis? Siffla-t-il. Antoine, pour la première fois, soutint son regard. Ma sœur, Léa, a quitté Sainte-Claire à cause de vous. Rumeur, montage, elle n'a pas tenu. Je ne laisserai pas ça recommencer. Monsieur Dupont, le directeur, apparut alors, son costume impeccable contrastant avec son visage tendu. 5 minutes avec mes élèves, demanda-t-il à l'officière. Claire s'hésita, ses yeux cherchant ceux d'Héloïse. Cette dernière hocha la tête, et sa mère sortit avec Madame Garnier, laissant un silence lourd comme une dalle de béton. Dupont s'assit, ses doigts croisés. Héloïse, Victor, Pierre, Julien, vous comprenez la gravité de ceci. Si cet enregistrement devient public, l'école entière sera sous le feu des projecteurs. Les donateurs, les parents, les médias. Il se tourna vers Héloïse. Je propose une solution. Suspension pour Victor et Pierre, une révision des politiques de harcèlement, une excuse publique. En échange, l'enregistrement reste confidentiel. Héloïse sentit la tentation. Cela protégerait sa mère, son avenir à Sainte-Claire, ses rêves d'université. Mais Antoine secoua la tête. Ma sœur a disparu dans le silence. Pas Héloïse. Je rends l'enregistrement public. Victor bondit. Tu te suicides, Rousseau? Antoine ne s'y a pas. Peut-être. Mais je me reconnaîtrai encore dans le miroir. Dehors, Camille attendait, son téléphone vibrant de notifications. Elle avait partagé des extraits de l'enregistrement avec Sophie Tran, une élève d'origine vietnamienne, championne de taekwondo, qui rejoignit leur cause. Sophie, avec son assurance féline et son regard perçant, proposa à Héloïse de l'entraîner. Le judo, c'est bien. Mais tu as besoin de plus que des prises. Tu as besoin de confiance. Héloïse, encore secouée, accepta. Quelques jours plus tard, lors d'une fête scolaire organisée dans la cour d'honneur, Pierre tenta une nouvelle humiliation. Une photo d'Héloïse, tirée de la vidéo de la bibliothèque, fut projetée sur un écran géant, accompagnée d'une musique moqueuse.
Les rires éclatèrent, mais Héloïse, au lieu de se recroqueviller, monta sur la scène improvisée. Sa voix, claire et ferme, résonna. « Vous pensez que je ne mérite pas d'être ici. Mais c'est vous qui ne méritez pas ce que cette école pourrait être. Un lieu où chacun a sa place, pas seulement ceux qui héritent du pouvoir. » Un silence respectueux suivit, ponctué de quelques applaudissements timides. Camille et Sophie échangèrent un regard fier. Antoine, dans un coin, nota l'instant dans son carnet. Le conseil d'administration, alerté par la fuite de l'enregistrement, convoqua une réunion d'urgence dans la salle des Cèdres, un espace majestueux où les portraits des anciens directeurs semblaient à juger chaque mot prononcé. Héloïse, Camille et Antoine furent invités, l'enregistrement d'Antoine Rousseau, publié anonymement sur les réseaux sociaux, embrasa l'Académie Sainte-Claire comme une torche jetée dans une forêt sèche. En quelques heures, les mots crus de Victor Delaunay, ses menaces, la peur silencieuse d'Héloïse Dubois, tout fut exposé au grand jour. Les hashtags Bâche Sainte-Claire et Exposé à briser le silence escaladèrent les tendances, partagées par des élèves, des anciens, des inconnus. Les parents exigeaient des comptes, les médias s'emparaient de l'histoire, et un député local, sentant l'opportunité d'un scandale, demanda une enquête officielle. À l'intérieur des murs de marbre de Sainte-Claire, les couloirs, autrefois si ordonnés, vibraient d'une tension nouvelle, comme si l'air lui-même retenait son souffle avant une tempête. Héloïse, celle qui avait déclenché ce raz-de-marée par un simple lancer de judo, n'était plus seulement une boursière ou une victime. Elle était devenue un miroir, reflétant les fissures d'un système qui avait trop longtemps cru pouvoir masquer ses failles sous un vernis d'élégance. Mais dans ce chaos, quelque chose d'autre prenait racine, un mouvement, fragile mais tenace, porté par des voix qui refusaient de se taire. Ce n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'un renouveau, bâti sur les cendres d'un monde qui avait tenté d'effacer ceux qui ne lui ressemblaient pas. La réunion du conseil d'administration, convoquée en urgence dans la salle des Cèdres, était un théâtre de pouvoir feutré, où les portraits des anciens directeurs semblaient juger chaque mot prononcé. Les chaises en cuir, habituellement réservées aux trustis et aux donateurs, accueillaient ce jour-là deux intruses, Héloïse Dubois et Camille Moreau, assises au bout de la longue table en acajou, leurs silhouettes modestes contrastant avec les costumes impeccables des administrateurs. Héloïse sentait ses paumes moites contre sa jupe, son cœur battant comme un tambour sourd. Camille, à ses côtés, semblait plus assurée, mais un léger tremblement sous sa clavicule trahissait sa nervosité. Face à elle, le sénateur Delaunay, père de Victor, siégeait, son regard glacial fixant un point d'invisible au-dessus de leur tête. La présidente du conseil, Madame Claire Fontaine, une femme aux cheveux argentés et à l'élégance austère, ouvrit la séance d'une voix mesurée. Nous ne sommes pas ici pour juger un incident isolé, mais pour évaluer si l'Académie Sainte-Claire a respecté les valeurs qu'elle prétend incarner. Les preuves récentes suggèrent que ce n'est pas le cas. Camille se leva la première, posant sur la table un dossier épais, relié avec soin, intitulé Les archives de Sainte-Claire. 4 années d'intimidation, d'isolement, d'élèves poussés à partir sans un bruit, déclara-t-elle, sa voix claire, forgée par des heures de débat au club oratoire. Ce ne sont pas des incidents isolés. C'est une culture, entretenue par le silence de cette institution. Elle fit glisser une feuille supplémentaire, un recueil de témoignages anonymes, 7 au total, collectés en 48 heures auprès d'anciennes élèves. Vous avez fermé les yeux, ou pire, vous avez couvert ces actes. Cela doit cesser. Héloïse, à son tour, se leva. Sa voix était plus douce, mais portée par une force qu'elle n'avait jamais sentie auparavant. On m'a dit que je devais être reconnaissante d'être ici, commença-t-elle, ses yeux balayant la salle. Mais je ne suis pas reconnaissante de devoir me battre pour exister. On m'a donné une place à cette table, mais personne ne s'attendait à ce que je parle. Elle posa une main sur le dossier, ses doigts tremblant légèrement. Ce ne sont pas seulement mes blessures. Ce sont celles de toutes les filles qui ont traversé ces couloirs avant moi, celles qui ont été brisées et oubliées. Un silence lourd suivit, rompu seulement par le froissement des pages que Madame Claire Fontaine feuilletait. Puis, la porte s'ouvrit, et une jeune femme entra. Léa Rousseau,
la sœur d'Antoine, maintenant étudiante en 2e année dans une université parisienne, s'avança, les mains tremblantes mais les yeux fixes. J'ai cru que j'étais seule, dit-elle, sa voix fragile mais résolue. J'ai cru que ma douleur n'avait pas d'écho. Mais en lisant ces archives, en entendant Héloïse, je sais maintenant que ce n'était pas moi le problème. C'était ce lieu. Le sénateur de Launay serra la mâchoire, mais resta muet. Les autres membres du conseil échangèrent des regards, certains baissant les yeux, d'autres fixant le vide. Madame Clairefontaine annonça une pause de 20 minutes, mais l'atmosphère était déjà fissurée, comme un verre sur le point de se briser. Dehors, dans les couloirs, l'école bruissait d'une énergie nouvelle. L'enregistrement d'Antoine, partagé sur les réseaux, avait déclenché une tempête. Les élèves, autrefois spectateurs passifs, prenaient parti. Certains partageaient en des captures d'écran de vieux messages, des preuves d'anciennes humiliations orchestrées par Victor et son cercle. Sophie Tran, l'élève championne de taekwondo, posta une story sur Instagram. Pas assez, Victor. Plus jamais. Même les neutres, ceux qui avaient toujours évité les conflits, commençaient à parler. Un sondage anonyme sur le serveur Discord des élèves demandait « Sainte-Claire doit-elle changer ?» Les réponses penchaient massivement pour le oui. Victor, sous la pression, publia une excuse sur son compte Instagram, un texte rédigé dans Notes, signé d'un emoji de prière. À ceux que j'ai pu blesser, je suis profondément désolé si mes actions ont été mal interprétées. Je n'ai jamais voulu faire de mal. Les commentaires explosèrent, mal interprétés ? Vraiment ? Ce n'est pas une excuse, c'est une stratégie. Pour la première fois, le mythe de Victor de Launay, le prince intouchable de Sainte-Claire, s'effritait sous le poids de ses propres mensonges. L'auditorium de l'école, habituellement réservé aux récitals et aux banquets des donateurs, était bondé ce jour-là. Les parents serraient les accoudoirs, les professeurs rangés en leurs badges, et une poignée de journalistes, leurs passes de presse scintillant sous les lumières, prenaient des notes. Le rideau était tiré, la scène nue, à l'exception d'un pupitre et d'un micro dont le bourdonnement semblait amplifier la tension. Héloïse était assise au premier rang, sa mère Claire à ses côtés, sa main posée sur la sienne, un geste simple mais chargé de toutes les nuits blanches, des uniformes raccommodés, des combats silencieux qu'elles avaient menés ensemble. Antoine, de l'autre côté de l'allée, restait droit, ses yeux fixés devant lui, évitant le siège vide de Victor. Lorsque les lumières s'atténuèrent, Madame Clairefontaine monta sur scène. Aujourd'hui, nous entendons les témoignages concernant des accusations de harcèlement, d'intimidation et de mauvaise conduite au sein de notre communauté étudiante, ainsi que les réponses institutionnelles qui ont suivi, ou n'ont pas suivi. Antoine fut appelé en premier. Ses pas résonnèrent sur le parquet, lourds mais réguliers. Il ajusta le micro, ses mains tremblant légèrement. « Je m'appelle Antoine Rousseau. » Commença-t-il, sa voix claire malgré la tension visible dans sa nuque. J'ai été à Sainte-Claire depuis la 3e. Pendant longtemps, j'ai cru que le silence me protégeait. Mais le silence m'a rendu complice. Un murmure parcourut la salle. J'étais là quand Victor a répandu des rumeurs sur Mayapé. J'ai vu Pierre pousser Belle dans l'escalier des casiers. J'ai choisi de ne rien faire, pensant que rester près du pouvoir me mettrait à l'abri. Il déglutit, ses yeux cherchant Héloïse dans la foule. Puis ma sœur, Léa, a été visée. Elle a quitté l'école, brisée, et personne ne l'a protégée. Pas même moi. Sa voix se fissura, mais il continua. Quand Victor et Pierre s'en sont pris à Héloïse, j'ai compris que le silence n'était pas une protection. C'était une reddition. J'ai enregistré ce qui s'est passé dans l'infirmerie. Pas pour les exposer, mais parce que je ne pouvais plus vivre avec ce poids. Il leva son téléphone. Cet enregistrement est réel. Les menaces sont réelles. Et je suis ici pour dire que je ne couvrirai plus personne. Un silence profond, presque sacré,
enveloppa l'auditorium. Antoine s'adressa directement à Héloïse, puis à la foule. « Je suis désolé. Pour Léa, pour Héloïse, pour toutes celles que j'ai vues être poussées dans l'ombre pendant que je restais au centre. » Il descendit de la scène, sans chercher les applaudissements, seulement suivi par le poids de la vérité. Madame Claire Fontaine revint, le visage fermé. L'enregistrement d'Antoine a été transmis aux autorités. Une enquête officielle est ouverte. Victor Delaunay et Pierre Beaumont sont suspendus en attendant les résultats. Des murmures éclatèrent, certains parents se levèrent, indignés ou bouleversés. Puis, elle ajouta. Une annonce personnelle. Monsieur Dupont, le directeur, se leva, son visage marqué, non plus par la composure habituelle, mais par une fatigue brute. Il s'approcha du micro sans note. J'ai choisi ce métier pour la vérité brute qu'on trouve chez les jeunes, dit-il. Pas celle des campagnes ou des discours, mais celle qui fait mal avant de guérir. Il regarda Héloïse. J'ai échoué. J'ai laissé la tradition devenir inertie, l'influence dicter les conséquences. J'ai cru protéger l'école en restant silencieux. Mais une école qui protège son image au détriment de ses élèves n'est pas une école. C'est une façade. Il sortit une lettre de sa poche. Ma démission est effective immédiatement. Des exclamations retentirent, plus fortes cette fois. Certains membres du conseil semblèrent secoués, d'autres figés. Dupont s'approcha d'Héloïse, lui tendant la lettre. Vous m'avez rappelé pourquoi j'ai choisi ce métier, murmura-t-il, assez bas pour que seule elle et sa mère l'entendent. J'ai échoué, mais je m'engage à réparer depuis l'extérieur. Puis il quitta la scène, laissant derrière lui un silence chargé, comme la fin d'un chapitre. Héloïse déplia la lettre, ses doigts tremblants. L'écriture était soignée. Héloïse, il y a un courage qui ne crie pas, qui se tient debout dans la tempête et dit, plus jamais. Vous l'avez montré. Moi, non. Mais je n'ai pas fini de me battre. Si cette école se reconstruit, ce sera grâce à ce que vous avez commencé. Elle replia le papier, le glissant dans sa poche, tandis qu'une pluie fine commençait à tambouriner contre les vitraux de l'auditorium, comme un écho discret du changement. Une semaine plus tard, Sainte-Claire ressemblait à une maison après une tempête, encore debout, mais transformée. Les couloirs brillaient toujours, les lustres scintillaient, mais l'air portait une tension nouvelle, un mélange de méfiance et d'espoir. Le conseil publia une lettre officielle. Nouvelles politiques anti-harcèlement, une ligne anonyme de signalement, un comité éthique dirigé par des élèves. Les mots étaient de soignés, progressistes, mais Héloïse savait que le vrai changement se jouerait dans les couloirs, là où le pouvoir vivait vraiment. Certains élèves la regardaient avec respect, d'autres avec ressentiment. Pour certains, elle était à la raison du départ de Victor. Pour d'autres, celle qui avait fait trop de bruit. Héloïse déjeunait seule ce lundi-là, non par manque d'alliés, mais pour éviter que Camille ou Sophie ne subissent les éclats d'une guerre qui n'était pas encore finie. Dans leur petit appartement du nord de Paris, Héloïse faisait la vaisselle pendant que Claire préparait un sandwich pour le lendemain. Le bourdonnement du vieux réfrigérateur emplissait la cuisine. Micro-ondes propres, dit Claire, sans lever les yeux. J'ai racheté tes barres protéinées. Tu fais toujours semblant de ne pas les aimer, mais tu en manges 2 avant midi. Héloïse esquissa un sourire, frottant une assiette. Les gens me regardent, murmura-t-elle. Pas toujours gentiment. Claire posa le sandwich et se tourna vers elle. Il regardait avant, ma chérie. Tu espérais juste qu'il te voyait. Héloïse ralentit son geste. Je pensais qu'après la réunion, après la vérité, ça irait mieux. Claire s'approcha, ses yeux brillants d'une force tranquille. Ce n'est pas une question de se sentir mieux. C'est une question d'être meilleur. Et être meilleur a un coût. Elle posa une main sur la joue d'Héloïse. Je ne t'ai pas élevé pour survivre à ce monde. Je t'ai élevé pour savoir ce que tu vaux. Pour entrer dans des pièces qui ne t'attendent pas et y rester debout.
Les mots du brisèrent quelque chose en Héloïse, une digue qu'elle avait maintenue trop longtemps. Elle cligna des yeux, retenant ses larmes. Ça ressemble à une cible, pas à une victoire. Claire sourit doucement. Être la première à traverser le feu, c'est sortir avec des cendres sur la peau. Mais ça n'empêche pas d'éclairer le chemin. Quelques mois plus tard, une nouvelle directrice, Madame Véronique Lefort, ancienne magistrate aux cheveux poivre et sel et à l'allure décidée, prit les rênes de Sainte-Claire. Sa première action fut d'approuver une initiative étudiante. Voix libre, un club fondé par Héloïse, Camille et Sophie pour soutenir les élèves marginalisés. Aucun discours ne marqua son lancement, juste une affiche placardée dans le hall, mais la première réunion débordera dans le couloir. Une exposition artistique, organisée par les élèves, transforma la veste déchirée d'Héloïse en une œuvre. Suspendue dans une vitrine, ornée de fils dorés cousus dans les déchirures, elle symbolisait la résilience. Claire, promue cadre infirmier, vit ses horaires s'alléger, soulageant leur foyer. Victor fut transféré dans une école en province, Pierre et Julien firent profil bas, et Antoine, après un programme de justice réparatrice, devint tuteur pour les plus jeunes, son carnet désormais rempli d'idées pour l'avenir. Un an plus tard, Héloïse, désormais en terminale, marchait dans les couloirs sans baisser les yeux. Sur le vieux court de tennis, elle enseignait le judo à une nouvelle élève, Aïcha, une freshman timide aux yeux brillants. C'est à cause de vous que j'ai osé venir ici, murmura Aïcha, serrant son sac. Héloïse sourit, un sourire discret, authentique. Entre, dit-elle, désignant le terrain. Sous un ciel étoilé, entourée d'élèves apprenant à se tenir debout, Héloïse ne se sentait pas triomphante, mais entière. Elle n'avait pas cherché à être une héroïne, seulement à être elle-même. Dans ce coin de Sainte-Claire, où les lignes du terrain s'effacèrent doucement, elle bâtissait un espace où personne n'aurait à se cacher, posant les premières pierres d'un avenir qu'elle n'avait pas osé rêver, mais qu'elle construisait pas à pas, avec eux, pour elle. L'histoire d'Héloïse Dubois à l'Académie Sainte-Claire est bien plus qu'un simple récit de courage face à l'adversité, c'est une méditation sur la résilience, l'identité et le pouvoir de la voix dans un monde qui préfère souvent le silence. En France, où l'élitisme et les hiérarchies sociales peuvent peser lourd dans des institutions comme Sainte-Claire, le parcours d'Héloïse résonne profondément. Sa lutte contre le harcèlement, orchestrée par des figures comme Victor Delaunay, reflète une réalité universelle, les systèmes, même les plus prestigieux, protègent souvent leur image au détriment des individus. Héloïse, avec sa veste rapiécée et son passé modeste, incarne une vérité que nous, Français, chérissons dans nos idéaux républicains, l'égalité ne se donne pas, elle se conquiert. Son geste, un lancer de judo qui renverse un oppresseur, n'est pas seulement physique, c'est une affirmation de dignité, un refus de se plier à l'injustice. Ce qui m'a particulièrement touché, c'est la manière dont Héloïse transforme sa douleur en action. Soutenue par Camille, Sophie et Antoine, elle ne se contente pas de survivre, elle bâtit un espace pour les autres, à travers Voix libre et le programme de self-défense. Cette solidarité, si chère à la culture française, rappelle l'importance des liens communautaires face à l'adversité. L'histoire montre aussi que le silence, souvent perçu comme une protection, est une prison. En osant parler, Héloïse et ses alliés forcent une institution à se réformer, prouvant que le changement commence à la marge, là où les voix les plus discrètes s'élèvent. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons. D'abord, connaître sa propre valeur, même lorsque le monde tente de vous diminuer. Comme Héloïse, nous devons apprendre à nous tenir debout, que ce soit dans une salle de classe, un bureau ou une conversation difficile. Ensuite, la solidarité est une arme puissante, s'entourer de personnes qui croient en vous peut transformer une lutte individuelle en un mouvement collectif. Enfin, le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'acte de parler malgré elle. En France, où l'on valorise l'éloquence et la défense des idéaux, nous pouvons appliquer cela en défiant les injustices quotidiennes, qu'il s'agisse de discrimination au travail ou de préjugés dans nos cercles sociaux. Si l'histoire d'Héloïse vous a touché, inspiré ou fait réfléchir, partagez-la. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour amplifier son message,
et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits de ceux qui réécrivent les règles sans attendre la permission. Laissez un commentaire. Quelle partie de ce parcours vous a marqué? Votre voix compte, et ensemble, nous pouvons faire entendre celles qui refusent de se taire. Soyez le changement, dès aujourd'hui. Face à des visages en costumes impeccables, dont celui du sénateur Delaunay, le père de Victor, dont le regard glacial semblait vouloir geler la pièce. La présidente, Madame Claire Fontaine, ouvrit la séance. Nous sommes ici pour évaluer si Sainte-Claire a respecté ses valeurs. Camille posa sur la table un dossier épais, les archives de Sainte-Claire, compilées par Antoine, Sophie et elle. 4 ans de harcèlement, d'isolement, d'élèves poussés à partir. Vous avez fermé les yeux. Héloïse se leva, sa voix plus douce mais tout aussi ferme. On m'a dit d'être reconnaissante d'être ici. Mais je ne suis pas reconnaissante de devoir me battre pour exister. Elle sentit les regards peser sur elle, certains fuyants, d'autres défiants. Le combat, elle le savait, ne faisait que commencer. Mais dans ce bureau, entourée de ses alliés, elle comprit que le silence, si longtemps son refuge, était devenu son ennemi. Et elle n'était plus seule pour l'affronter.